L'Atlantide est une île légendaire qui aurait existé dans une préhistoire oubliée. Elle était une civilisation florissante qui s'épanouit pendant l'âge d'or mythique. Elle fut engloutie en un jour et une nuit cataclysmiques, ne laissant rien derrière elle. Nous allons dans cette vidéo voir comment l'Atlantide est codée dans l'architecture ancienne. Plus exactement, ce codage passe par les statues dites atlantes de l'architecture. Ont-elles un rapport avec les Atlantes, les habitants de l'Atlantide? Nous verrons cela. Le thème de cette vidéo ainsi que les informations qui y sont données sont exclusifs. Ce dossier constitue une révolution dans la connaissance du sujet Atlantide. À partir de là, bien sûr, le système culturel va résister. Mon travail ne porte pas l'étiquette science-fiction, tout est logiquement étayé pour qui le connaît suffisamment. Le philosophe grec Platon est la principale source d'informations sur le sujet, dans ses livres Timée et Critias, écrits au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il affirme qu'il y avait une île nommée Atlantis dans l'océan Atlantique, plus de 9000 ans avant son époque. Elle avait une surface supérieure à celle de la Libye et de l'Asie réunies. Elle aurait été une île aux exceptionnelles conditions de vie, propice à l'éclosion d'une civilisation prospère. Ayant conquis une partie de l'Europe et de l'Afrique du Nord, les Atlantes voulurent s'emparer d'Athènes, où ils subirent une grande défaite. C'est alors que les dieux décidèrent de les châtier, en provoquant des tremblements de terre et des inondations, qui engloutirent Atlantis et les autres îles. En un jour et une nuit, l'île Atlantide fut engloutie dans l'océan. Cela serait arrivé il y a 11 000 ou 12 000 ans. À notre époque, on considère cette histoire comme une fiction, comme la métaphore d'un monde idéal. Pourtant, Platon ne considérait pas son récit comme un mythe, il en certifiait la véracité. Il fait dire à Socrate dans le Timée « Il est important qu'on regarde ce que tu viens de dire, non comme une fable inventée par nous, mais comme une histoire véritable. » Le géographe du 1er siècle, Strabon, a déclaré « Nous approuvons ce que dit Platon de l'Atlantide, que la tradition relative à cette île pourrait bien ne pas être une pure fiction. » L'astronome Eudoxe de Cnide, ainsi que Crantor, le premier commentateur de Platon, considéraient l'histoire de l'Atlantide comme authentique. À l'inverse de la mentalité négationniste actuelle, beaucoup d'écrivains antiques ont accrédité la réalité de cette île. L'auteur Euripide, contemporain de Platon, évoqua cette terre oubliée en la nommant Hespéride. L'historien Théopompe a rapporté l'existence d'un ancien continent qui rappelle fortement celui de Platon. D'après le philosophe grec Proclus, son homologue Crantor, encore lui, aurait vu des colonnes couvertes de hiéroglyphes égyptiens qui racontaient l'histoire de l'Atlantide. Gilles Caudal nous apprend que Pline parle de l'Atlantide et de sa disparition comme d'un fait reconnu par une tradition constante. Il ne cite le témoignage de Platon que pour signaler l'immensité de cette île. Tertullien et Arnobe font aussi mention de cette tradition d'une terre atlantique. Plutarque, le penseur et historien romain, mentionne un archipel d'îles formant un véritable continent dans l'océan Atlantique. Arrêtons là l'énoncé des auteurs antiques qui ont évoqué l'Atlantide, mais nous aurions pu en citer encore un certain nombre. La vidéo de André Cherpillot, l'Atlantide, est une bonne source d'informations complémentaires. J'en mettrai le lien avec la description de cette vidéo. Un atlante est un certain type de statue intégré dans certains monuments. Prenons par exemple la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Un atlante est une statue d'homme servant de support à un ouvrage d'architecture, tel que balcon, corniche, entablement, tribune. Le propos de cette vidéo est de partir du postulat que les Atlantes de l'architecture sont le masque des Atlantes, les habitants de l'Atlantide. La royauté, l'Église, auraient eu connaissance d'un certain savoir, gardé secret, partiellement codé dans les monuments. Nous allons tenter de valider cette proposition de départ. Il existe aussi un club de football mexicain qui s'appelle le CF Atlante, mais ça n'a aucun rapport. Voici deux Atlantes qui soutiennent un balcon du château de Chaumont-sur-Loire. Celui-ci sonne du corps, peut-être l'Al-Lali, l'annonce de la catastrophe finale qui va engloutir son monde. Le terme architectural Atlante provient du nom du titan Atlas que Zeus avait condamné à porter le monde sur ses épaules.
Étrange coïncidence, selon Platon, le premier roi de l'Atlantide se serait nommé également Atlas. Au château de Versailles, dans le cabinet intérieur de Madame Adélaïde, on trouve un candélabre orné d'un Atlante, tout à fait dans la pose de Atlas. Cet objet doit dater du Premier Empire. À Bruxelles, la fastueuse Grand Place a été qualifiée par certains de place alchimique. Son plan est un grand rectangle. Elle comporte 4 atlantes, disposées par couple à 2 angles de la place. Cette répartition symétrique ne doit certainement rien au hasard. Ces Atlantes belges peuvent faire penser aux habitants de l'Atlantide par 2 caractéristiques que l'on retrouvera fréquemment dans d'autres cas. Ils protègent leur tête avec leurs mains, comme s'ils craignaient qu'une catastrophe tombe du ciel. Ils ne sont vêtus que d'un grand tissu. En moyen français, un drap est un linceul. Effectivement, les habitants de l'Atlantide sont morts, enveloppés dans des linceuls. À l'autre angle de la Grand Place, ceux-ci semblent être des Africains. On sait que Hérodote, un historien et géographe grec, nommait Atlante les habitants des montagnes Atlas, en Afrique du Nord. L'historien grec Diodore de Sicile, pour sa part, a consacré plusieurs paragraphes de son livre 3 à un peuple d'Atlante qu'il situe à l'extrémité de l'Afrique et qu'il présente comme arrivé à un assez haut degré de puissance et de civilisation. Il place leur histoire au temps légendaire de la mythologie. Celui-ci paraît regarder en l'air avec une certaine inquiétude. Jean-Baptiste Colbert a été un des principaux ministres de Louis XIV. Voici son portrait par Claude Lefebvre. Cette toile a été en quelque sorte son portrait officiel, copié et gravé à maintes reprises. Cet homme était le surintendant des bâtiments, c'est-à-dire qu'il était responsable de la création et de l'entretien des palais. Il a cru bon placer une sculpture d'Atlas dans le tableau. La sculpture est accompagnée d'un rideau, symbolique des choses cachées. 2 feuillets sont montrés, dont un comporte un dessin d'architecture. On y voit justement un Atlante, à côté d'une colonne. Souvent, les Atlantes remplacent des colonnes. La statue d'Atlas est posée sur un astrobal, un instrument de mesure astronomique, dont la forme ambiguë laisse deviner un coffre, comme si les documents avaient été retirés du coffre. Dans ce tableau de Henri Testelin, le même Colbert présente à Louis XIV les membres de l'Académie royale des sciences. À gauche, un homme maintient un globe terrestre. La position de sa main droite sur la carte est évocatrice, exactement au large du détroit de Gibraltar. Or, l'Atlantide est localisée dans les textes comme se trouvant devant les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Dans le Timée de Platon, un prêtre égyptien fait la confidence suivante. En ce temps-là, on pouvait traverser cette mer Atlantique. Elle avait une île devant ce passage que vous appelez les colonnes d'Hercule. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. L'homme au globe semble donc cacher l'Atlantide avec sa main. La main gauche nous intéresse aussi. L'index est étymologiquement le doigt qui indique. Ici, il pourrait indiquer le mont Ararat, là où, traditionnellement, se serait échouée l'arche de Noé. La Bible et de multiples traditions partout dans le monde racontent comment un déluge survint sur la terre et noya toutes les formes de vie, à l'exception de Noé, qui avait construit un bateau, une arche, pour échapper à la catastrophe. L'arche de Noé contenait des couples de toutes les espèces animales, ce qui permettrait de réensemencer la vie quand les eaux se seraient retirées. Cette histoire peut se comprendre comme l'allégorie d'une civilisation ancienne, disparue dans un cataclysme naturel. Elle aurait transmis un héritage aux civilisations suivantes. L'homme au globe terrestre indique donc la civilisation antédiluvienne de la main droite et la localisation de son legs de la main gauche. Un personnage regarde vers la gauche, l'air de rien. Il semble proposer un tissu vert pour cacher le globe. Cacher ce sein que je ne saurais voir. On reste avec le roi Soleil, dans la galerie des glaces du château de Versailles. La voûte du plafond a été peinte par Charles Lebrun et son équipe.
Le plafond comporte 24 atlantes qui remplacent des colonnes. Ils sont les ornementations de médaillons peints qu'ils encadrent. Comme on peut le voir, la surface de la décoration est plus importante que celle du tableau lui-même. Cela indique l'importance non avouée qu'elle doit avoir. Au niveau kabbalistique, la décoration offre dans les grands monuments une ration de codes. Les Atlantes sont toujours des hommes très musclés, des Apollons, c'est le cas de le dire. À cela, il y a bien sûr une explication esthétique. Un bel homme se doit d'avoir le biceps avantageux. Ce pourrait être aussi une allusion à la civilisation puissante de l'Atlantide, son armée et son empire grand et merveilleux. Platon affirme que les Atlantes avaient conquis la Libye jusqu'à l'Égypte et l'Europe jusqu'à l'Italie du Nord. On retrouve chez les Atlantes de la Galerie des Glaces le geste de protection d'une ou deux mains posées contre la tête, ainsi que le drap linceul dont ils sont affublés. À noter que ce tissu ne ressemble pas du tout à une toge ou à un vêtement antique. Ça fait plus résurrection des morts. Le médaillon central présente le tableau « Le rétablissement de la navigation », une action bien sûr vertueuse du règne de Louis XIV. Le thème peut aussi être compris comme un portrait du roi Soleil en monarque atlante. Nous en reparlerons dans une vidéo spécifiquement consacrée à Neptune. Ici à droite, voici l'Atlante le plus caractéristique de la galerie. Il est le seul des 24 qui fait le geste explicite de porter l'entablement avec ses mains. Il est l'Atlante majuscule. Son homologue de gauche cache habilement une grande massue, qui est pourtant bien là. Cet objet l'identifie à Hercule. Or, Plutarque a mentionné des îles qui formaient un véritable continent dans l'océan Atlantique. Il écrit que chez les habitants, les premiers honneurs sont pour Hercule. Plutarque considère donc Hercule soit comme un héros admiré des Atlantes, soit comme un habitant de l'Atlantide. Neptune est le dieu des eaux, des océans et des catastrophes maritimes. Quand les dieux se partagèrent la terre, il choisit l'île Atlantide. Il y établit des temples en son honneur. Il y plaça les enfants qu'il avait eus d'une mortelle. Il embellit l'île. Il fit de son fils aîné Atlas le premier roi de l'Atlantide. Dans la Galerie des Glaces, on trouve deux représentations de Neptune. Il est ici face à Louis XIV. Il brandit son trident. La proue d'un bateau est ornée d'un triton, un homme à jambes de poisson. Il est un Atlante. Neptune est également ici, un tout petit personnage, au milieu de la galerie. Nous constatons que les têtes des deux Neptunes sont alignées avec la tête de l'Atlante majuscule. Cela doit être voulu pour suggérer que l'Atlantide est un sujet codé dans le château de Versailles. La ligne comporte une petite imprécision, mais n'oublions pas que le plafond est une voûte et qu'il n'a pas été si facile de créer l'alignement. Par ailleurs, la photo est un morceau de la totalité du plafond, c'est-à-dire un montage de plusieurs photos. Le château de Vaux-le-Vicomte a été bâti par le surintendant Nicolas Fouquet. L'ensemble château-jardin fut une réussite totale qui inspirera Louis XIV à Versailles. Le roi Soleil réembauchera les mêmes créateurs pour son propre domaine. En même temps, Fouquet sera arrêté et condamné à la prison à perpétuité. Le château de Vaux-le-Vicomte contient la maquette d'un ensemble statuaire de 17 mètres de haut qui trônait au centre de la place Vendôme à Paris. Il s'agit d'un Louis XIV à cheval, porté par des Atlantes. Cette œuvre fut détruite à la Révolution. La reproduction de Vaux est due à François Girardon, un des grands sculpteurs du règne de Louis XIV. Les Atlantes sont fort similaires à ceux de la Galerie des Glaces. Trois ont une main posée sur la tête, la paume vers le crâne, comme dans la galerie. On retrouve aussi le grand tissu, qui cette fois leur couvre la tête. Par rapport au cheval qui détermine le niveau du sol, ils sont dans le sous-sol, protégés des regards de la surface par le tissu qui les recouvre. Les jambes ne sont pas apparentes, mais comme gainées.
les statues deviennent ce qu'on appelle des termes. Il en est ainsi pour générer des jeux de mots, puisqu'un terme est aussi un mot. Le décodage se fait avec des mots, le mot Atlante par exemple. Toujours pendant le règne de Louis XIV, on construit au Palais du Louvre la galerie d'Apollon. Louis Le Vau en est l'architecte, tandis que Colbert confie l'organisation du programme décoratif à Lebrun. Le Vau et Lebrun travailleront à Vaux-le-Vicomte et à Versailles. Le monde est petit. Là encore, les Atlantes sont là, associés à des signes astrologiques. Ces deux-là surmontent le signe du taureau. Ça tombe bien, puisque quand les 10 rois de l'Atlantide se réunissaient, des taureaux étaient lâchés dans l'enceinte du sanctuaire de Neptune. Un taureau était capturé et sacrifié. On retrouve chez les Atlantes de la galerie d'Apollon la musculature puissante, les mains levées qui portent l'entablement, le grand drap, le linceul. On notera les oreilles pointues des personnages, ce qui est en principe une caractéristique des satyres, les hommes boucs. C'est comme si on voulait nous dire que ces êtres appartiennent à la mythologie, à un temps mythique pendant lequel des créatures un peu différentes de l'humain marchaient sur la terre, une autre race en quelque sorte. Ici, une frise d'œufs décoratifs, ce qu'on appelle des oves en architecture. On en avait déjà croisé à Chaumont-sur-Loire et dans la galerie des Glaces. Un œuf est un symbole de gestation en cours, de projets non encore arrivés à terme. Les secrets de l'Atlantide sont codifiés dans les châteaux, mais pas encore dévoilés publiquement. La guirlande de feuillage est un élément décoratif récurrent. En plus du fait d'être un objet esthétique et passe-partout, elle porte un message, par un des mots qui la désignait. Un chapelet était une guirlande de feuillage, ce qui nous mène au verbe chapeler, frapper durement, tailler en pièces. Effectivement, les Atlantes de l'Atlantide ont été frappés durement par une catastrophe naturelle. Cet Atlante est saint du grand tissu habituel. Il est un terme afin de suggérer le terme Atlante. Les œufs sont là. Il porte un glaive en allusion à l'Antiquité, un sceptre et un casque. Il est un roi conquérant. La guirlande végétale n'est pas loin. Un tapis est suspendu, en décoration certes, mais aussi pour créer le jeu de mots avec le verbe tapir, se cacher. Les Atlantes sont tapis près de ce tapis. De plus, le verbe tapir a été une variante de taper, c'est-à-dire frapper. Les Atlantes vont effectivement être tapis, frappés et au tapis. Nous découvrons de vidéo en vidéo que la langue française est une clé de décodage des aspects occultes de l'architecture ancienne. Cela confirme une idée connue en ésotérisme, en cabale chrétienne, en langue des oiseaux, en alchimie, en hermétisme. Au château de Chantilly se trouvent ces deux Atlantes. Il s'agit cette fois d'enfants. En ancien français, depuis le XIIe siècle, un enfant de sexe masculin était un fils. Il s'agit d'une allusion aux fils des dieux, qui étaient descendus vivre sur la terre et qui ont été décimés par le déluge. Cette histoire est narrée au début du chapitre 6 du livre de la Genèse. Le château de Cheverny présente plusieurs Atlantes. On va en voir deux.
Le drap ou linceul est toujours là. On accoste un indice supplémentaire. Il s'agit de la souffrance marquée sur les visages. C'est très important, parce que cette émotion coïncide avec la fin brutale de l'histoire de l'Atlantide. Celui-ci est un terme. Revenons sur ce mot. Un terme est un mot, on le sait déjà. Par ailleurs, un des sens de terme, c'est la fin. Le terme Atlante exprime donc l'idée de la fin des Atlantes. C'est cela qui est globalement codifié dans les monuments. Un des premiers sens de terme, vers 1080, a été « délai après lequel doit intervenir une décision ». Et encore, limite fixée, échéance. À la fin du XIIIe siècle, le mot terme a été un synonyme de mort dans le domaine littéraire. Effectivement, nos Atlantes souffrants sont au bout du délai que les dieux leur avaient laissé. L'échéance de la mort est proche. Celui-ci porte sur la tête un coussin, qui pourrait être aussi une boîte, comme s'il transportait un certain contenu à travers le temps, peut-être l'histoire de sa civilisation. La cathédrale d'Albi est un gros bunker vu de l'extérieur et un merveilleux tableau peint vu de l'intérieur. La chair est soutenue par deux grands Atlantes dont les visages expriment une souffrance, une détresse. Le grand tissu est cette fois porté de façon à retomber entre les deux hommes, comme un paravent, comme si quelque chose était caché derrière. Les deux hommes le portent aussi sur la tête, comme pour se protéger d'une pluie intense, ou pour se cacher. Ils sont encore des termes, ce qui enclenche les raccords linguistiques que nous connaissons déjà. L'orgue de la cathédrale est comme soutenu par deux grands Atlantes sculptés. À noter qu'ils sont superposés à la fresque du jugement dernier. Cela est probablement voulu, puisque le jugement dernier est une péripétie du livre de l'Apocalypse, qui contient notamment une série de catastrophes écologiques. Celui-ci porte discrètement le drap habituel et protège sa tête de la calamité qui va s'abattre sur lui. Il n'a pas l'air de rigoler. La cathédrale de Rodez possède bien sûr une chaire pour que le prêtre puisse prononcer son sermon. Elle est soutenue par un grand Atlante à genoux. Lui aussi est un culturiste professionnel. Un détail est vraiment intrigant et ne peut que questionner. Pourquoi a-t-il les yeux bandés ? Dans la perspective d'un Atlante, habitant de l'Atlantide, la réponse est évidente. Cette civilisation fut victime au fil du temps d'une décadence des mœurs. Platon écrit ainsi au sujet des Atlantes. Quand la portion divine qui était en eux s'altéra et que le caractère humain prédomina, incapables dès lors de supporter la prospérité, ils se conduisirent indécemment, et à ceux qui savent voir, ils apparurent laids, parce qu'ils perdaient les plus beaux de leurs biens, tandis que ceux qui ne savent pas discerner ce qu'est la vraie vie heureuse, les trouvaient justement alors parfaitement beaux et heureux, tout infectés qu'ils étaient d'injustes convoitises et de l'orgueil de dominer. Le bandeau sur les yeux symbolise l'aveuglement créé par les passions, le vice et la perversité. La tête est lourde, passive, tournée vers le sol. Il y a l'idée sous-jacente que les Atlantes de l'Atlantide ont provoqué eux-mêmes leur propre perte. Le drap est toujours là, mais il est posé sur une cuisse et fait office de cache-sexe.
Cet homme nu, portant un drap de lit sur la cuisse, est sans doute soumis au plaisir de la chair, lui qui porte la chair. Il soutient la chair, dans les deux sens du terme, la tribune du prédicateur et son péché sensuel. Il soutient, il cautionne, il adhère. Derrière lui se trouve une guirlande de feuillage, de chêne plus précisément, en suggestion de l'autre mot chêne, C-H-A-I-N-E. Il est enchaîné à ses mauvaises pulsions, ce qui va l'amener à décevoir les dieux, à les négliger, ce qui va l'enchaîner à son autodestruction. La guirlande est accrochée à ses deux extrémités au centre de deux spirales. Ces enroulements, en haut et en bas, sont la stylisation d'un document, parchemin ou feuille de papier roulé. Ces motifs tirent leur origine des consoles architecturales, qui sont des pierres de support décorées. Ici, à Versailles, on y retrouve effectivement une feuille enroulée en haut et en bas. À la Renaissance et à l'âge classique, les architectes des palais faisaient une grande consommation de ces ornements. Parfois, comme dans ces exemples du château de Chambord, la feuille prend la forme en bas de deux vases accolés l'un contre l'autre. On doit comprendre que le document est dans le vase. C'est vrai littéralement au niveau des formes. Les lignes de texte sont suggérées. Ici, une feuille d'acanthe masque la feuille de papier pour indiquer que le savoir, la connaissance sous-entendue, est cachée, secrète. Le jeu de mots sur feuille est sous-jacent. Pourquoi les Atlantes veulent-ils absolument soutenir des chairs de cathédrale? Il y a plus que le clin d'œil au péché de chair. Cette tribune est un lieu de parole, un lieu où les habitants de l'Atlantide disent en silence des choses importantes. Le mot chair est en lui-même un message. Il contient arche, mot que l'on retrouve souvent dans mes vidéos, pour la raison qu'il est un des termes codés essentiels. Une arche était donc un navire, un vaisseau, on l'a vu. Ce mot désignait aussi un coffre, les archives, le trésor. Ah d'accord! Si l'on fait un flashback sur des sculptures ou des dessins que l'on a vus précédemment, on voit que le rouleau de papier était déjà là, près d'un Atlante de Bruxelles, avec la feuille végétale. Au-dessus des Atlantes de la Galerie des Glaces, sur la tête de celui de l'escalier Molien, en bas de la gaine de ceux de la cathédrale d'Albi. Il existe donc un savoir que la royauté française et l'Église détenaient, gardaient secret, qui concerne l'existence de la civilisation de l'Atlantide, qui a dû être plus qu'un mythe. Des archives, voire un trésor, sont cachés quelque part. Ils seront retrouvés et divulgués quand la bonne époque sera venue, quand les circonstances seront favorables. Sur le dais de la chaire de Rodez, un enfant souffle dans une trompette, annonciatrice de l'Apocalypse, avec ses fléaux, la fin du cycle précédent. Un enfant paniqué exprime bien cette idée. Il est devant un grand tissu qui tombe vers le bas, un drap, un linceul. Un Atlante est donc une sculpture d'homme qui porte, soutient quelque chose. Il est intéressant de se pencher sur le verbe « porter » dans un dictionnaire de moyen français. Ce verbe a signifié supporter, subir. L'expression porter de très grandes affaires, et une chaire est une grande affaire, cela voulait dire supporter de très grands maux. Tout est dit. Les Atlantes portent des choses très lourdes, et un destin très lourd, et aussi la souffrance de voir tout leur univers disparaître avec eux. Paris, église Saint-Eustache. La chaire nous offre ces Atlantes de bois, très différents des précédents. Ils soutiennent le grand dais. Ils sont des enfants, les fils des dieux, comme nous le mentionnions tout à l'heure. Ces Néphilim ont en commun avec les Atlantes d'avoir vécu sur la terre avant le déluge. Les Atlantes sont des termes,
leurs jambes reprennent la forme stylisée d'un rouleau de papier partiellement déroulé. Ils portent sur leur dos un objet de la même forme que les consoles, là aussi dans un rôle de support. Tout en haut, le motif de la feuille de papier est repris. Là, des pinacles en forme de vase, des vases empilés les uns sur les autres, donc des pots, pour suggérer un dépôt. On nous communique l'idée d'une connaissance atlante ou au sujet de l'Atlantide qui est cachée dans des vases, comme un dépôt stocké dans un lieu souterrain. Le musée du Louvre conserve un petit monument de bois dit de Saint-Maurice, une œuvre de Pierre Vanneau. Sur ce détail, des atlantes passionnés de musculation ne sont vêtus que d'un drap. Ils protègent leur tête avec leurs mains et portent une sorte de coffre très décoré. Déjà avec un crâne bien symbolique de la mort qui plane au-dessus d'eux. En arrière-plan, un tapis à franges appelle à nouveau le verbe tapir. Effectivement, les personnages sont tapis pour échapper à la catastrophe finale. Un mot sur les Atlantes qui semblent porter la flèche de la cathédrale de Reims. Leurs jambes sont très courtes par rapport à leur torse et à leur tête. Ils n'appartiennent visiblement pas à l'humanité actuelle, mais peut-être à la précédente. Leur visage semble figé dans la mort, les yeux ouverts. On imagine qu'ils se sont noyés dans les eaux océaniques, bien qu'ils aient cherché un refuge le plus haut possible. L'hôtel L'Allemand de Bourges est connu pour ses caissons supposément alchimiques, en tout cas énigmatiques. La cour basse comporte une décoration Renaissance, dont des figures en médaillon. Certains ont été déposés pour éviter qu'ils ne se détériorent trop. Ils présentent des portraits d'hommes, dont 2 sont munis d'un casque ou d'un chapeau. Une observation attentive permet de détecter que ces personnages sont très mal en point ou carrément morts. C'est très étrange. Doit-on y voir une dénonciation de la guerre et de ses ravages ? Celui-ci est toujours en place et tout aussi surprenant. Il est un peu abîmé, mais on voit bien une femme terrorisée ou souffrante qui hurle ou pousse un cri. Ces médaillons pourraient exprimer une autre facette du code Atlante et pointer vers la fin de l'île mythique. L'arrière-plan ressemble à une coquille Saint-Jacques, donc un animal marin, et le cadre circulaire peut faire penser à une bouée de sauvetage. Les cheveux de la personne sont comme flottant dans de l'eau. Celui-ci a de grandes oreilles. Il semble vêtu à l'antique, et l'on sait que l'architecture de la Renaissance faisait beaucoup de clins d'œil à l'Antiquité. Le fait qu'on retrouve le même type d'Atlante, avec les mêmes caractéristiques, de monument en monument, cela montre que le modèle est fixé une fois pour toutes, et très peu malléable. Il y a une idée derrière l'archétype Atlante, personnage architectural qui doit passer un certain message, celui des habitants de l'Atlantide. Comment expliquer autrement la présence de ces personnages dans les monuments ? L'histoire de l'Atlantide, de sa fin cataclysmique, doit avoir un fond de vérité. Les hommes de pouvoir de l'Ancien Régime, politiques et religieux, avaient dû hériter de certaines connaissances précises à ce sujet, et peut-être d'artefacts.
Des preuves de la réalité de l'Atlantide doivent exister quelque part. Elles révolutionneront notre conception de la préhistoire quand elles seront retrouvées et rendues publiques. Le médium Edgar Cayce ou Casey, particulièrement fiable, affirmait que les pyramides et le sphinx de Gizeh, en Égypte, avaient été construits par les Atlantes, juste avant la grande catastrophe. Un des buts aurait été de déposer les archives de l'Atlantide, pour qu'elles soient retrouvées dans le futur. Les historiens arabes Abou Bakr et Massoudi relataient une histoire tout à fait comparable. Voici une citation extraite du livre « Histoire des Vierges », écrite en 1879 par Louis Jacolliot. Une des plus anciennes légendes de l'Inde, préservée par les traditions orales et écrites, relate qu'il existait, il y a quelques milliers d'années de cela, un immense continent qui fut détruit par un bouleversement géologique. Si l'on en croit les brahmanes, ce pays avait atteint un haut degré de civilisation. Il y aura des suites à cette vidéo. Le matériel architectural est copieux et il sera nécessaire d'aller plus loin dans le détail du codage. Ce ne sera peut-être pas dans l'immédiat, car il est intéressant de diversifier les sujets pour ne pas lasser. À bientôt pour une nouvelle vidéo.